Mesdames, Messieurs les présidents et les directeurs, distingués invités, je suis extrêmement honoré de cette invitation. J'étais un peu surpris d'ailleurs, mais je suis extrêmement honoré parce que je suis très attaché à tout le travail qui est fait dans notre continent pour montrer que la finance est quelque chose d'utile, qu'il est raisonnable de financer avec des instruments de plus en plus complexes, de plus en plus nouveaux, avec des institutions beaucoup plus complètes que par le passé. Il est fondamental de financer notre croissance. Et je suis très attaché à la Banque africaine de développement. Alors, en fait, je ne viens pas de Paris. J'ai dîné hier soir en Amérique latine et pris mon petit déjeuner en Europe. Et je trouve tout naturel de venir dîner à Abidjan. Parce qu'il me semble que dans un monde qui s'unifie, c'est très très important d'être prêt à bouger pour faire bouger les lignes. Je veux aussi rendre hommage à chacun d'entre vous parce que dans vos professions, qu'il s'agisse de banques de développement, qu'il s'agisse d'institutions de marché, qu'il s'agisse de banques centrales, qu'il s'agisse des banques commerciales, qu'il s'agisse des fonds de pension, qu'il s'agisse des organisations d'assurance, tous ensemble, je pense que vous êtes en train d'accomplir une révolution. Une révolution qui, à certains égards, est invisible et silencieuse, mais ce sont les révolutions les plus importantes. Quand je devais enseigner aux jeunes gens de l'économie, il y a toujours un moment où on parle de la balance des paiements, et il y a un petit moment magique où, après avoir parlé des échanges de biens et de services, on parle des flux de capitaux et on les appelle les invisibles. Mais les flux de capitaux sont peut-être invisibles, et la révolution que vous êtes en train de faire sur les invisibles n'est pas forcément connue du grand public, des opinions publiques, mais c'est absolument central dans notre développement. Je parle sous le contrôle du directeur des statistiques de la BAD. Je crois que la BAD a fait un travail économétrique pour montrer que dans la croissance africaine soutenue depuis une vingtaine d'années, le poids des matières premières comme explication de la croissance représente à peu près 32% du phénomène. Alors, il faut chercher où sont les autres explications. Et moi, je pense que la révolution financière que le continent connaît est un des éléments très importants qui explique cette longue croissance. Et je pense que pour que cette croissance soit soutenable, il faut qu'il y ait cette modernisation institutionnelle et ce développement de nouveaux produits financiers, et au premier chef des développements de marché, des mécanismes de marché. Et je pense que la profondeur des marchés est absolument fondamentale pour que la croissance africaine soit soutenable. En effet, l'Afrique a longtemps été dans une situation, je dirais jusqu'à la fin des années 90, où elle était financièrement exsangue et même en état d'hémorragie financière. Au fond, le continent était net en termes de flux financiers, exportateur de son épargne vers le reste du monde. Et depuis les indépendances, on a saigné l'Afrique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, il n'y a aucun exemple dans l'histoire économique de développement économique soutenable en finançant l'extérieur. Or, net des octrois de prêts, des remboursements de prêts, net des flux de dividendes vers l'extérieur, nous étions dans une situation, même en ne parlant pas de l'évasion fiscale et de l'argent noir, nous étions dans une situation de plus de 30 ans de flux financiers nets négatifs. Alors, il y avait toute une littérature sur l'Afrique noire est mal partie, sur notre croissance sera toujours inférieure à notre croissance démographique, sur, au fond, les thèmes de mauvaise gouvernance qui nous empêchaient de nous développer. Non. Aurait-on été parfaitement gouverné?
n'aurait-on financé que des choses parfaitement utiles, dégageant du cash flow? Que nous aurions été dans la situation d'un impossible développement parce qu'on ne se développe pas en finançant le reste du monde quand on a les besoins de capital et de dette qui étaient ceux du continent. Nous sommes nés dans l'indépendance sans marché financier. On aurait pu, et d'ailleurs l'Afrique du Nord et le sud de l'Afrique avaient des marchés financiers, mais pas l'Afrique subsaharienne. On aurait pu en être doté depuis des décennies avant l'indépendance, mais on ne l'était pas. Quand vous n'avez pas de marché, vous n'avez pas de confrontation de l'offre et de demande de capitaux. On n'a donc pas élaboré l'offre d'épargne et on n'a pas élaboré la demande d'épargne parce qu'on n'avait aucun instrument, aucune place de marché pour le faire. Par conséquent, il ne faut pas surdéterminer les raisons pour lesquelles l'indépendance économique a été extrêmement difficile à atteindre. Elle était inaccessible. Et je pense que les historiens le diront, et je pense, monsieur le vice-président, cher Charles, c'est très important que la BAD finance aussi des études académiques pour raconter notre histoire et pour expliquer pourquoi, avec le plus de compétences possible, néanmoins, on ne se développe pas si on n'est pas financé. Alors il s'est passé quelque chose qui est un peu le produit des ajustements structurels et qui est beaucoup le produit des remboursements de dettes par les pays les plus riches ou de l'initiative de désendettement des pays plus pauvres. Il s'est passé quelque chose d'absolument fondamental. À la fin des années 90, nous sommes, comme continent, et beaucoup de nos pays individuellement, devenus des importateurs d'épargne extérieure, et nous avons cessé de financer le monde, ce qui était un paradoxe extraordinaire, pour être en net financé par l'épargne de l'extérieur. Et il y a des phénomènes très profonds qui, venant de l'extérieur, ont changé la donne, et notamment le développement des remises d'épargne, des remittances, de nos migrants. Phénomène absolument fondamental qui aujourd'hui représente des flux, alors là encore je pense que la direction de la statistique dira des choses plus scientifiques, mais qui représente des flux supérieurs à l'entrée de l'aide publique au développement. Donc il s'est passé une révolution sans laquelle il n'était pas possible d'enclencher cette croissance forte sur l'ensemble du continent. L'Afrique s'est trouvée financée de l'extérieur, par de l'épargne extérieure, au lieu de se vider de son sang. Mais ça n'était vraiment qu'une première étape. Ce dont vous êtes les acteurs, est beaucoup, beaucoup plus important, c'est que désormais, la croissance africaine est endogène. Pour simplifier, de l'extérieur, il ne nous arrive que des chocs conjoncturels. Déstabilisation en 2008-2009, premier effondrement des matières premières, mais crise financière majeure, à laquelle l'Afrique a résisté, elle s'est montrée résiliente. Récession de l'Europe, notre premier client comme continent, notre premier fournisseur, notre premier investisseur, si on fait masse de l'ensemble de l'Union européenne. Récession de notre principal client et fournisseur et investisseur. Et l'Afrique qui accélère, c'est-à-dire premier découplage. Ça n'est plus de la résilience, c'est du découplage conjoncturel. Et puis, petit à petit, à bas bruit, et puis amplifié par la crise des hydrocarbures, l'effondrement des matières premières minérales et d'une partie des matières premières agricoles, encore un nouveau choc exogène qui, celui-ci, est probablement le plus fort de tous et qui nous frappe actuellement, non seulement les pays de rente minière, mais tous les pays qui les entourent et qui importent de la récession. Ce qui est le cas du mien, le Bénin, qui importe de la récession liée aux difficultés du grand Nigeria, mais nous sommes loin d'être isolés. Le Cameroun, le Tchad, le Niger, le Togo ressentent ce choc. Donc ça dépasse de beaucoup les producteurs de matières premières
et les pays qui ont des rentes. Donc nous recevons de l'extérieur des chocs, et cela doit nous rappeler que la croissance africaine, elle doit être, et elle est déjà, endogène. Et ceci est vrai de la finance, et ceci est vrai de l'épargne. Donc, après le renversement des flux nets d'importation d'épargne, qui était essentiel, il nous faut maintenant accélérer la construction endogène, l'activation de nos encaisses, le développement de notre épargne longue et le développement de la transformation. J'attire votre attention sur le fait que nous avons reçu une économie tout à fait extraordinaire, qui défie complètement la science économique. Nous avons reçu une économie dans laquelle, on l'a dit, en Afrique subsaharienne, il n'y avait pas de place de marché pour organiser l'offre et la demande de capitaux. Mais nous avons aussi reçu une économie où il n'y avait pas de banques. Alors, il y avait des banques, mais il n'y avait que très peu de concurrence entre ces banques. Maintenant, nous avons une concurrence interbancaire qui stimule énormément le mouvement de bancarisation et le rôle des banques. Mais les rôles des banques dans une économie de traite, c'est de financer la traite. C'est-à-dire, c'est de financer l'exportation des cultures de rente ou des produits miniers d'exportation et de financer l'importation des produits manufacturés. Il y a des choses qui nous manquent en Afrique encore, qui sont les premiers emplois du système bancaire dans le monde entier. Et moi, ça m'a toujours surpris que les enseignants, les journalistes, ne disent pas « nous avons un petit trou dans nos dispositifs financiers ». Quel est le premier emploi des ressources des banques dans le monde? C'est de financer le logement des ménages. Où est-ce qu'on finance en Afrique subsaharienne le logement des ménages? Dans très très peu de pays. Et c'est très embryonnaire. Et nous avons encore peu d'institutions pour cela. Et nous avons encore peu d'implication du marché financier. C'est juste le premier emploi des ressources bancaires dans le monde. Le deuxième emploi des ressources bancaires dans le monde, on ne l'a pas non plus. Où y a-t-il une expérience où les systèmes bancaires ne financent pas les besoins de fonds de roulement des entreprises? Voilà, c'est un fait. Notre économie est largement informelle. Elle n'est pas faite que de grandes signatures qui, elles, obtiennent leur concours. Elle est faite de tout un tissu d'entreprises qui, en pratique, est très peu éligible au financement de son fonds de roulement. C'est juste le deuxième emploi du système bancaire mondial. Et chez nous, c'est une idée neuve. C'est impressionnant. Prenez les chiffres du Bénin qui, je crois, sont représentatifs. 50% de la population active, 25% du PIB, 2% des emplois du système bancaire. 50, 25, 2. On dirait, c'est informel, c'est de l'agriculture familiale, ça ne présente pas de garantie, nous avons des problèmes fonciers, c'est possible. Il se trouve que dans le monde, c'est un des emplois les plus importants du système bancaire parce que c'est un des plus intensifs en capital, en besoin d'investir, il faut du capital et du crédit. Donc, moi, ça m'a toujours frappé. On ne fait pas la photographie de notre système financier pour ce qu'il est, c'est-à-dire rempli de trous noirs. Tout ce que on ne fait pas, que fait l'Asie, que fait l'Amérique latine, qu'évidemment font les économies les plus avancées. Et ce qui se passe, qui crée, je crois, chez les financiers africains d'aujourd'hui, tout de même une très grande satisfaction, c'est que nous sommes désormais en route pour faire tout ça. Et il y a 10 ans, 15 ans, on aurait dit ce sont des goulots d'étranglement, on ne peut pas se financer, regardez, ni le logement, ni l'agriculture, ni le fonds de roulement, ni les investissements. Et aujourd'hui, on se dit voilà autant d'opportunités, voilà autant de mécanismes à mettre en place, d'institutions, de systèmes juridiques, de professionnels qui s'installent. Et donc, la génération
des gens qui nous succèdent, à moi qui suis sexagénaire, je pense qu'ils ont devant eux, et je pense que la BAD est maintenant animée de ce sentiment. Hein. Le président Adesina dit toujours 8% des emplois de la BAD dans l'agriculture, ça n'est pas assez. Bon, c'est mieux que 2%, hein, mais ça n'est pas assez par rapport aux besoins. Je pense qu'il y a maintenant une génération qui est représentée dans cette salle et qui pense que maintenant tout est possible, qu'on va tout créer. Et évidemment, c'est un sentiment que je trouve extrêmement fort et c'était une des raisons pour laquelle c'était pour moi très important de venir témoigner devant vous ce soir en prenant un peu cette histoire longue. Aujourd'hui, avec le développement des marchés, nous avons un instrument fondamental parce que d'abord, il est dans notre monnaie, donc on évacue le risque de change. C'est une profonde anomalie. C'est même une impossibilité historique de ne s'endetter que dans la monnaie des autres. Nous avons, avec les marchés, et notamment les marchés obligataires, un instrument pour les États qui est infiniment plus souple et plus libre. Lorsque mon oncle était président de la République du Dahomey, trouver des marges budgétaires, ça voulait dire aller supplier en Europe. La première chose que faisait un président qui arrivait aux affaires était d'aller supplier en Europe. Et il passait l'essentiel de son mandat à supplier en Europe. Parce qu'on avait toujours été au sommet des concours de la Banque centrale, qui était extrêmement rigoureux. Aujourd'hui, la combinaison marché obligataire et politique proactive des banques centrales, qui est une des formes de cette révolution, c'est que nous approvisionnons nos économies en liquidités. Ça, les banques centrales se sont toutes mises à le faire. Et ces liquidités peuvent être utilisées par un certain nombre d'acteurs, dont les banques primaires, à souscrire à des obligations du Trésor. Et nous commençons à ressembler à des pays dans lesquels les obligations réputées sans risque des Trésors permettent d'avoir une hiérarchie des titres partant des moins risqués, allant vers ceux qui sont plus risqués, avec une hiérarchie des rendements. Enfin, nous entrons dans des mécanismes de marché qui sont le métissage de politiques monétaires qui sont devenues proactives. Moi, j'ai entendu les gouverneurs de banques centrales dire maintenant nous allons agir contre l'extrême pauvreté, nous allons agir pour l'autosuffisance alimentaire, nous allons agir en fait selon, monsieur le vice-président, les 5 grandes priorités de la BAD. En fait, ce sont les mêmes. Nous allons agir pour l'intégration régionale. Donc on fait une politique proactive dans laquelle on assure aux banques des ressources longues et relativement bon marché qui leur permettent d'assurer la liquidité de l'économie, de l'État et de plus en plus des entreprises. Donc nous avons un marché, une place de marché. Nous avons une combinaison de politique monétaire et de politique de marché. Nous commençons d'avoir des alternatives au marché. C'est-à-dire, nous commençons à avoir du capital investissement, du private equity. Les gens vous disent qu'il y a même trop de capitaux par rapport aux projets à financer. Bon, ça, c'est une illusion. C'est une illusion. Moi, j'ai dirigé pendant 8 ans le premier fonds d'investissement français. J'ai lu tous les matins dans le journal qu'il y avait trop d'argent, trop de poudre à canon pour ce qu'il y avait à financer. C'est risible. C'est risible. Il faut s'organiser professionnellement pour être capable d'élaborer les projets professionnellement, de les repérer. Parfois, ils sont un peu sous l'écran radar. Il vient d'émerger un secteur privé en Afrique. Un des effets indirects de privatiser les économies, c'est qu'on crée un secteur privé. Un des effets indirects de l'indépendance, c'est que comme il n'y avait pas de capitalistes africains, l'africapitalisme, comme dit mon ami Tony Elumelu, était loin d'exister en 1960-70 en Afrique. Aujourd'hui, il y a partout un secteur privé, issu soit du talent des entrepreneurs, soit des privatisations, qui demandent aussi beaucoup de talent. Mais enfin, il y a un secteur privé et donc il y a des gens pour accueillir des
forme de soutien au capital dont le private equity est désormais un des instruments importants. Mais là encore, vous avez dit, Cédric, que c'était des questions holistiques. C'est parfaitement holistique. Si vous êtes un acteur du capital investissement, vous n'entrez pas dans un investissement d'où vous ne pouvez pas sortir. Si vous avez un marché, vous avez une promesse de liquidité et vous entrez dans les investissements d'où vous pouvez sortir. Le marché, c'est une porte d'entrée et une porte de sortie. Nous étions dans une impasse. Nous étions dans la situation où, en matière de financement de l'investissement par des minoritaires prêts à accompagner l'expansion, on devait passer accord avec l'entrepreneur qu'on soutenait pour qu'il vous rachète au bout d'un certain temps. Ce qui n'est absolument pas normal. On doit passer de phase en phase de l'expansion avec chaque fois des possibilités de sortie. Et en termes de qualité de la gouvernance, les marchés créent un niveau d'exigence qui explique beaucoup de choses dans l'amélioration de la gouvernance économique des entreprises et du professionnalisme. Et le private equity, tout le monde n'aime pas le private equity, c'est même assez impopulaire dans un certain nombre de pays, pas dans les pays en développement, pas en Asie, pas en Amérique latine, et je ne crois pas en Afrique, parce que c'est vrai, c'est aussi une des formes, comme le marché, qui ajoute du professionnalisme à la gestion. Mais vous voyez, c'est holistique. Si les banques centrales ne font pas leur métier d'encourager le développement et de sortir d'une espèce de conservatisme de court terme qui les a animés pendant toutes les années de colonisation. Vous savez, j'ai dit que j'étais en Amérique latine parce que j'étais en Guyane. Et j'étais dans un travail pour le président de la République française sur la mémoire de l'esclavage. Une chose que les gens ne savent pas toujours, c'est comment on a monétarisé l'Afrique et comment on a monétarisé les Antilles. Par quelque chose d'extraordinaire dans l'histoire, qui est que quand on a libéré de l'esclavage par les abolitions, il a fallu indemniser, non pas du tout les esclaves, du crime qu'ils avaient subi, mais les maîtres. Pourquoi? Parce que dans le droit colonial, les esclaves ne sont pas des êtres humains, ce sont des biens meubles qu'on achète et qu'on vend. Et les maîtres ont demandé l'application de la Déclaration des droits de l'homme. Nul ne peut être spolié de sa propriété sans une juste et préalable indemnité. Donc on a indemnisé que les esclavagistes. Et qu'est-ce qu'on a fait? On leur a donné une action des nouvelles banques d'émission qu'on crée pour un esclave. D'abord, ils se sont dit, franchement, un esclave, c'est mieux qu'une action de banque d'émission. Après, ils se sont aperçus que le privilège d'émission et les grands propriétaires dans cette région du monde ou dans les Caraïbes étaient les grandes maisons de commerce, les grandes factoreries, se sont aperçus que quand même, pour se financer comme maison de commerce, c'est pas mal d'avoir le privilège d'émission. Je parle ici sous le contrôle des banquiers centraux. C'est vrai que d'avoir dans les mains des maisons de commerce le privilège d'émission, en fait, ça s'est révélé un facteur de concentration et de développement considérable de ces sociétés. Voilà l'origine de notre monétarisation. C'est un peu autre chose que le mandat, et on est resté dans ce dispositif jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Après, ça a évolué, ce sont devenus des institutions publiques et non plus privées, le privilège d'émission est passé à l'État, etc., etc. Et vous avez tout à fait la même chose dans les pays anglophones. Mais vous voyez, on a hérité d'une histoire où la question de financer le développement était totalement absente. Aujourd'hui, nous avons la combinaison efficace de l'action des banques centrales, du développement des outils de marché, du private equity capable d'aller présenter de nouvelles entreprises au marché financier, et puis la dynamique de l'entrepreneuriat. Voilà qui fait un paysage absolument différent du passé.
À Marrakech, à la COP 22, on a fait quelque chose qui, je crois, Monsieur le Vice-président, est très proche de votre initiative. D'ailleurs, Africa 50 était là, vous étiez observateur. Les caisses des dépôts d'un certain nombre de pays, à l'initiative de la Caisse des dépôts et gestion du Maroc, qui a développé notamment en matière de marché hypothécaire de nombreuses initiatives qu'on retrouve maintenant partout en Afrique subsaharienne et qui vont enfin débloquer le financement du logement. Et les caisses des dépôts, à l'initiative de la CDG, avec les fonds de pension dont je comprends qu'ils sont ici aussi aujourd'hui, et vous avez cité les chiffres, Cédric, c'est beaucoup, beaucoup de ressources, avec les assureurs, avec les spécialistes de financement d'infrastructures, ont lancé une grande initiative pour développer l'épargne longue et l'emploi long des ressources au service, puisque c'était la COP 22, des financements sur le climat, mais en fait, ça revient quand même à toutes vos priorités, c'est-à-dire c'est l'énergie, c'est l'agriculture, c'est l'eau, et c'est les infrastructures en général. Donc c'est quand même le climat. Mais c'est de la même nature que ce que vous financez à la base et de vos priorités. Vous voyez ? Et cette initiative, nous sommes les investisseurs africains de long terme. Nous sommes publics, nous sommes privés, nous sommes associatifs, nous sommes mutualistes. Nous avons conscience d'être ensemble une force considérable. C'est aussi un des éléments de la révolution. Jusqu'à il y a peut-être 15 ans ou 20 ans, notre machine en matière de traitement de l'épargne était une machine. Vous voyez, quand moi j'étais étudiant et quand j'étais enseignant en économie, le seul constat que j'avais à faire, c'est nous avons des ressources stables d'épargne, en général à vue, en général pas rémunérées, mais extraordinairement stables. Et nous les transformons en emplois courts. Alors qu'il n'y a aucune économie au monde qui puisse se passer de la transformation de ressources stables en emplois longs. Aucune ne peut se développer en détransformant. Nous étions le continent qui faisait fonctionner la machine à l'envers. J'ai de l'épargne longue, je la transforme en emploi court. Aujourd'hui, on se rend compte que les assureurs, les fonds de pension, je parle dans un pays où la Caisse nationale de sécurité sociale est un investisseur important, les organisations de protection sociale, par nature, avec une population jeune, des seniors moins nombreux, peuvent accumuler, peuvent capitaliser, ils ont besoin de mettre des passifs longs en face d'actifs longs. Et il n'y a que le marché pour permettre ça. Puisque la magie du marché, c'est de pouvoir émettre des titres à 10 ans, demain à 50 ans, un jour perpétuel, et de sortir de l'investissement le lendemain matin, puisqu'il y a une liquidité de marché. Mais ce petit instrument, quand même, est assez familier depuis les temples grecs. Ce petit instrument nous manquait, et donc notre machine a transformé nos richesses longues en emplois courts, fonctionnait à plein. Nous avons changé le sens de fonctionnement de la machine. Et vous êtes en train de le faire en donnant un instrument de liquidité, de profondeur de marché, parce qu'il faut bien des grands institutionnels derrière un marché. Mais maintenant, nous commençons à les avoir. La prise de conscience devient très forte. Longtemps, nos banques centrales n'ont géré leurs réserves de change, qui sont encore un autre élément qui peut venir contribuer à la profondeur de marché. Elles l'ont géré en US Treasury Bills. Enfin, notre métier, dans un continent qui va doubler le nombre de ses enfants, de ses citoyens, en 25 ans, qui a énormément de besoins, énormément de potentiel, et qui doit nourrir une croissance qui va reprendre son chemin de 5% l'an, qui est presque un rythme de surchauffe, notre métier,
ne peut pas être de financer le Trésor des États-Unis. Laissons ça à la Chine tant qu'elle le finance. Mais ça n'est pas le métier de l'Afrique. Donc, tout ça, qui en effet aujourd'hui devient systémique, vous êtes les responsables d'un progrès systémique, dans lequel concurrence bancaire au niveau primaire, développement vertigineux à venir des mécanismes assurantiels, fonds de pension et de retraite, rôle des banques centrales et animation, et il fallait un pivot, il faut une force intellectuelle, il faut incarner ça, et la BAD, qui est notre instrument à tous, peut le faire. C'est vraiment quelque chose comme de voir l'histoire en accéléré, c'est-à-dire des choses qui ont pris des siècles, qui maintenant prennent en Afrique seulement quelques années. Voilà, donc je voulais vous en féliciter, vous dire comment, moi qui, comme métier d'origine, si vous voulez, parce que financier c'est bien, mais professeur d'histoire économique c'est mieux. Donc je voulais mettre un petit peu dans l'histoire longue ce qui me semble en fait l'essence de vos travaux. Et vous dire que parfois on se pose des questions, est-ce que c'est utile d'être un financier? Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas le monde de la finance, la financiarisation de l'économie est quelque chose de très grave. Moi, j'ai toujours pensé que dans les pays en développement, qui n'étaient pas financés, qui commencent à l'être, c'est une mission de service public, même quand elle est portée par des intérêts privés, et que c'est une des choses les plus utiles. D'ailleurs, au sortir de ma petite responsabilité publique, je vais recommencer à faire le banquier et l'investisseur, et je pense que d'ici quelques semaines, on ouvrira un bureau à Abidjan pour être au milieu de vous. Parce que moi, je considère que c'est très utile. Je ne sais pas si vous avez lu récemment les premières pages, parce que c'est un peu tombé en désuétude, du Capital de Karl Marx. Mais regardez son introduction. Il explique que dans toutes les langues, le mot « épargner » se traduit par l'équivalent « to save » et veut dire « sauvegarder ». Sauvegarder de la valeur. Dans toutes les langues, c'est le même mot qui désigne l'épargne et les savings. On épargne pour se sauver. C'est synonyme. Pour sauvegarder. C'est très important de garder cela. Nous vivons non pas l'invention de l'épargne africaine. L'autre jour, nous avions un échange avec mon ami Gérard Mestralet, le président d'Europlace, qui est très actif pour faire en sorte que les marchés financiers africains collaborent avec les places européennes, et notamment avec Europlace, Euronext. Et il disait, l'Afrique manque d'épargne. Non, l'Afrique ne manque pas d'épargne. Elle manque de l'activation de son épargne. Elle manque de l'épargne rentrant sur les marchés, rentrant dans les banques, rentrant dans des systèmes de paiement complètement innovants, qui peuvent être du microcrédit par mobile, etc. Ça, c'est de l'activation des encaisses. Mais comme tous les pays pauvres qui épargnent, plus que les pays riches. Vous avez vu, entre le moment où le Japon était un pays pauvre et le moment où il est devenu un pays très riche, son taux d'épargne s'est effondré. Il est maintenant à des taux un peu inférieurs à la moyenne européenne, qui elle-même est très supérieure à la moyenne américaine, avec une épargne très très faible de l'Amérique du Nord. Les pays qui épargnent sont les plus pauvres et les plus jeunes. Nous sommes les plus pauvres et les plus jeunes. Et nous avons une tradition d'épargne très forte. Et d'ailleurs, dans les statistiques des perspectives économiques africaines que publie la BAD, on voit bien que le taux de l'Afrique subsaharienne, le taux d'épargne, est un taux élevé. Nous avons presque un équilibre épargne-investissement. Au Bénin, on a 21% d'épargne pour 25% d'investissement. On a un déficit, qui se traduit d'ailleurs en déficit du commerce extérieur, très classiquement, mais on n'est quand même pas très loin de l'équilibre épargne-investissement. Vous êtes les gardiens de l'équilibre épargne-investissement. Pour ça, il faut activer les encaisses. Je vous en rends collectivement l'hommage. C'est de trouver les instruments du XXIe siècle pour que nos traditions extrêmement profondes
d'épargner et de préparer l'avenir deviennent des instruments économiques qui se traduisent en emploi, en réduction de la pauvreté, c'est-à-dire tout ce que nous demandent nos concitoyens. Voilà, c'est pour ça que j'étais très content de faire un petit peu le tour du monde pour venir juste échanger avec vous, pour vous dire combien je trouve stimulant tout ce que vous faites et combien je serais ravi en revenant dans les professions financières pour essayer de me glisser parmi vous à la table et non plus au micro, de ne plus jamais vous parler trop longtemps pendant un dîner, mais juste de travailler avec vous pour faire avec vous votre métier. Je vous remercie.